Je vais commencer d'abord à demander à l'audience si vous avez des questions préparées ou des questions que vous voulez poser. C'est le moment de les poser. Donc, il y a des micros qui sont disponibles. Y a-t-il une question de l'audience? Sinon, je vais commencer. Puis, c'est toujours un petit réchauffement quand on doit poser des questions à un panel. Et donc, je vais poser la première question. Je vais commencer peut-être par le professeur Klausner en lui posant la question suivante. Quelle est la taille de l'institution qui est la plus propice à l'innovation? Il y a des théories différentes. La petite institution avec très peu de scientifiques, c'est vraiment la meilleure. La biotech, la compagnie biotech, il y a peu de gens, c'est la meilleure, mais que quand les institutions deviennent plus grandes, elles deviennent moins productives. Par contre, on dit aussi que fondamentalement, l'innovation se fait parce qu'on a une concentration dans un cluster, dans un essaim de forces innovatives. Donc, c'est quoi la réponse, professeur Klausner? Je vais répondre en anglais. Mais je sais que vous comprenez parfaitement le français, donc je n'ai pas besoin de vous traduire ma question. Donc, je pense qu'il y a deux aspects à la question que vous venez de poser. Il faut qu'une institution, en fait, soit en mesure de créer une culture d'innovation. Je pense que le record historique, enfin les archives historiques suggèrent que les petites institutions sont capables de périodes d'innovation absolument extraordinaires. Et l'histoire des sciences au cours des siècles, au cours du dernier siècle, nous montre comment certaines institutions à travers le monde sont devenues les centres absolus d'une innovation extraordinaire. Mais malheureusement, ça ne dure pas toujours. Et je pense que il est sans doute très important de réfléchir non seulement en termes de fluidité des personnes, mais fluidité des institutions, comment elles sont structurées, comment elles sont menées. Et c'est toujours difficile de recommander la création de nouvelles institutions, mais la fluidité des institutions est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai effectivement été conseillé auprès de différents gouvernements, notamment le gouvernement chinois, le gouvernement indien, sur la création de nouvelles institutions de recherche. Et il est beaucoup plus difficile de convertir une institution qui n'a pas de tradition d'innovation de la transformer en une institution d'innovation. C'est plus dur de faire ça que de créer quelque chose de toute pièce. Maintenant, une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est le secteur privé. Et, bien entendu, c'est un problème très complexe en matière d'innovation. Et une fois encore, quand on parle d'innovation en sciences de la vie, ce qui est très clair, c'est que les grandes organisations, les grandes sociétés pharmaceutiques ont échoué dans le domaine de l'innovation. Et dans une telle mesure que c'en est presque étrange. On constate des augmentations d'investissements multipliées par 10, par 20 dans la recherche et une chute de productivité. Donc, il y a quelque chose de culturellement qui ne tourne pas rond dans les grandes institutions. Quant aux petites institutions, l'institution de biotech est pour moi un moteur à résoudre les problèmes. C'est l'un des exemples les plus évidents de science avec des personnes qui travaillent ensemble parce que le système d'encouragement est totalement différent. Vous avez ce sens partagé de l'objectif. Personne ne se sent diminué, ne se sent nié. Et c'est très différent du système d'encouragement universitaire. Et quand vous avez une belle entreprise de biotechnologie, je pense que c'est là que l'on peut faire des vrais travaux de recherche avec en plus des vraies applications.
Et ça, c'est le plus bel idéal que j'ai vu à travers le monde. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Quelle est la taille optimale? Je voudrais faire le lien avec la gouvernance pour répondre à cette question et dire que une institution dans laquelle vous avez un certain nombre, puis 12, puis 15 ou 20 personnes très intelligentes à la tête, vous n'avez rien besoin d'autre. Il suffit de les laisser faire. Et je pense que, d'une certaine manière, les collèges de France est un exemple historique de ceci. Ici, on a une liberté totale. Vous avez 50 chaires, nous cooptons toutes les chaires, et cela depuis 470 ans. Ce qui, si on y réfléchit, est assez remarquable, en particulier dans un pays comme le nôtre. Et ici, tout est libre. Vous pouvez venir assister à des cours. Il n'y a aucun frais d'inscription, aucun examen. Vous venez, c'est gratuit. Et tout est libre d'accès. Donc la liberté des gens, comme vous l'avez dit, est quelque chose de très important pour l'excellence de la science ainsi que pour l'excellence de l'innovation. Mais lorsque vous construisez une équipe de personnes qui ont ce niveau, qu'on les laisse faire, c'est eux qui décident et ils vont débattre entre eux. Et c'est ce qu'on appelle la tradition. Donc, vous avez également Cambridge au Royaume-Uni, ou l'Institut Pasteur et d'autres institutions, Harvard, Johns Hopkins, bien entendu. Mais encore une fois, pour moi, la gouvernance, c'est d'avoir une équipe de gens brillants et de les laisser faire. Moi, je ne sais pas s'il y a des études quantitatives qui ont relié la taille d'une institution au degré d'innovation. Ce que j'observe simplement, c'est de regarder des chercheurs issus de laboratoires français qui veulent créer une start-up, par exemple, parce que ça, c'est un indicateur. Et on est quand même... je n'ai pas d'études quantitatives, il faudrait le faire d'ailleurs véritablement, mais qualitativement, je suis parfois surpris de voir le laboratoire d'où ils sortent et qui aboutit à quelque chose de tout à fait original, qui n'est pas prédictible, un laboratoire a priori, mais il y a eu une découverte, certes, mais il y a eu aussi cette envie de développer la recherche, de faire une innovation, et ça ne m'apparaît pas corrélé. Alors qu'est-ce que c'est que la taille d'une institution? Parce qu'il y a des laboratoires dans lesquels les chercheurs vivent avec toute leur liberté, tout ceci appartenant à des grandes institutions. Donc la taille me paraît difficile à juger. Mais je pense que la question que tu poses, elle mériterait d'être regardée quantitativement. Joël, Joël, professeur Bénard. Alors je n'aurai pas non plus, bien sûr, de réponse fondée sur des preuves, mais je conditionnerai la réponse à la capacité de l'organisation à faire circuler l'information. Autrement dit, quelle que soit la taille, à partir du moment où la circulation de l'information ne se fait pas, la taille doit être rediscutée ou la structure remodifiée. Donc je vais prendre un exemple industriel. Lorsque on fait un développement international, on s'appuie sur plusieurs continents, l'Est, le continent américain, le continent européen. Donc il est nécessaire que l'industrie trouve des procédures de telle sorte qu'on comprenne ce qui se passe au Japon et par l'entrée du Japon à l'époque où j'y étais sur l'Asie, par les États-Unis ce qui se passe en Amérique, par l'Europe ce qui se fait en Europe. Donc il y a une première circulation de l'information globale vis-à-vis des agences de chantier. Et puis après, à l'intérieur des différentes branches techniques, si jamais il y a des coupures entre, je vais prendre un exemple récent qu'on peut soupçonner, des coupures entre la pharmacovigilance et la connaissance de la pharmacologie ou de la chimie de base du médicament, il y a un problème de circulation de l'information. Donc la taille de la structure, à mes yeux, se détermine en fonction de sa capacité à ce qu'à aucun moment le management suprême ne soit considéré comme ces gens du haut qu'on ne voit jamais et qui sont mystérieux et qui, regroupés en 5 à 6, font la structure managériale coupée du reste, soit géographiquement, soit techniquement. Et alors la circulation de l'information après pose les problèmes de l'introduction des outils nouveaux qui sont à notre disposition pour communiquer,
mais en même temps de la nécessité du maintien des contacts humains entre les gens, qui sont des contacts un peu tactiles, un peu visuels, et il n'est pas impossible que la circulation d'informations par les emails aboutisse des fois à des surinformations épouvantables. Donc la taille, pour moi, je crois que toutes les tailles sont gérables. Si je compare la Direction générale de la santé à Ciba-Geigy, la Direction générale de la santé dépend essentiellement des DRAS et des DAS et de sa capacité à circuler entre ce qui se passe dans la région de Lille par rapport à ce qui se passe à la région de Grenoble. Et si ceci ne se fait pas, William, ça ne marche pas. Voilà, l'information, la réponse à la taille, la capacité à faire circuler à tout le monde une information pour qu'à aucun moment il y ait dans l'information une coupure de connaissances. En fait, ça revient au concept de fluidité à l'opposé de rigidité. Fluidité, mobilité dans la circulation des informations, l'allocation des ressources et la circulation du capital humain. Et en fait, là, l'organisation qui permet ça, et bien sûr, le problème, c'est que physiquement, c'est plus facile de le faire dans une petite organisation que dans une grande organisation, ce qui m'amène à la deuxième question, c'est-à-dire que, fondamentalement, quand on fait de l'innovation, et qu'on est au niveau de la découverte de base, la découverte de base demande quand même une concentration innovatrice. Par contre, la diffusion, enfin la translation, demande souvent, ce qu'on a remarqué dans nos études d'analyse comparative, une certaine force de ce qu'on appelle engineering. Or, souvent, quand on parle d'innovation, ce qu'on entend, c'est science, 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 et on oublie l'engineering. En fait, les pays qui arrivent à translater, transformer la science ont l'air d'avoir une force d'engineering qui est quand même différente de ce qu'on appelle science dans le contexte du Collège de France ou le contexte du NIH et le contexte souvent compris de l'innovation. Donc je pose la question maintenant aux membres du comité. Quand on parle par exemple, et on a fait des études comparatives, l'Angleterre et l'Allemagne. L'Angleterre a un index de réussite scientifique supérieur à tous les autres pays européens. Or, en quantité de dollars investis, enfin de pounds, pas de dollars, de pounds investis sur productivité recherche, extraordinaire. Par contre, en quantité de pounds investis sur translation de cette recherche, ils sont beaucoup plus inférieurs à l'Allemagne ou aux États-Unis, dans certains domaines. Par contre, vous voyez la Suisse, par exemple, qui a été mentionnée par le chairman Lim, on dit c'est un exemple, c'est quand même remarquable, un petit pays comme la Suisse qui est capable de transformer ces innovations. Donc la question que je pose au panel, c'est qu'est-ce que vous voyez dans la relation entre science innovatrice et engineering? Enfin, engineering, ingénierie en français. Quelle est la bonne relation? Comment intègre-t-on ça dans nos systèmes innovateurs? Don't be shy. Je suis désolée parce que je parle dans une langue étrangère. Je m'adresse à vous dans une langue étrangère. Et pendant vos remarques, je n'obtiens que 3% parce que le reste n'est pas traduit et ne m'est pas transmis. Mais ce que vous me demandez, la réponse à la question que vous me posez, c'est l'opportunité présentée par les ingénieurs et les scientifiques dans le domaine du biomédical qui se regroupent. Nous avons eu des expériences ici et Philippe Kurulski s'en souvient. Et l'agence même, nous avons commencé donc il y a 10 ans. Et ça a été placé sous le Conseil de la recherche biomédicale. Et il y a 10 ans, tout ceci a été placé par le Conseil. C'est une organisation riche. Donc, on sait comment allouer les ressources. Mais l'organisation crée des rigidités et crée des barrières pour les personnes qui veulent communiquer les uns avec les autres. Et quelqu'un qui vient de l'extérieur, la première chose que je vois, c'est qu'il y a d'énormes opportunités, mais ils ne se connaissent même pas. Donc, nous organisons la première conférence scientifique pour que tous les scientifiques se regroupent dans la même salle et 2 intervenants, un venant de la science physique et l'autre du biomédical. Et ils parlent de leur domaine de recherche, pas de façon très précise, mais d'une façon où tout le monde peut comprendre. Et ils nous disent ce qu'ils souhaitent avoir.
Et un grand nombre de personnes ont assisté à cet événement et on entend des remarques très intéressantes. Même les scientifiques les plus anciens sont venus me voir et ils me disent « C'est la première fois que je vois que ESTA est si grand et c'est la première fois que je vois qu'il y a tant de chercheurs dans d'autres domaines. » Donc la première chose, c'est de savoir qu'il y a tant de personnes avec qui on peut travailler au-delà de votre propre domaine de recherche. Et ce qui est très clair, c'est que peu après, un grand nombre de ces scientifiques, que ce soit des ingénieurs ou des scientifiques dans le domaine du biomédical, ils ont réalisé que leur propre recherche peut être beaucoup plus intéressante et la création de la connaissance, l'espace est devenu à 2 dimensions au lieu de la dimension avec laquelle ils ont démarré parce que maintenant ils ont des partenaires. Donc nous avons démarré ceci il y a seulement 3 ans et le domaine le plus rapide de croissance, de recherche, c'est l'interface entre ces 2 communautés. Ce n'est que le début de cette aventure, mais nous trouvons que c'est très très excitant et à cause de cela, nous allons renforcer cet effort. Bien, je suis tout à fait d'accord. Je l'ai vu partout et il y a une règle de cette innovation où il faut rassembler les personnes venant de différents horizons ensemble. Et ces personnes verront naturellement que, au lieu du projet sur lequel ils travaillent, le problème qu'ils essaient de résoudre nécessite de multiples approches et ensuite beaucoup de choses se passent. Mais maintenant, je peux reposer ceci de façon extrême. Aujourd'hui, j'ai commencé en disant que j'habitais dans la Silicon Valley et c'est difficile de voir les différents aspects de notre monde qui ont été plus ou moins impactés par l'innovation, la communication et les microélectroniques, Internet, etc. Parce que la véritable révolution dans l'innovation, pas la recherche, en fait, on commence à comprendre ce dont il s'agit. Et ça, c'est le comportement humain et la connectivité opposée à l'information. Et donc, l'un des points qu'on n'a pas discuté, on a discuté pas mal de l'innovation pour savoir si elle venait des personnes individuelles ou la recherche. Est-ce que c'est la recherche qui va être innovatrice et qui va trouver son chemin de façon magique pour résoudre et trouver la solution à une maladie? Et vous avez dit que c'est très difficile d'obtenir cette translation. Et le problème important ici, c'est que nous avons un système et là, toutes les activités démarrent et sont réduites. Mais toutefois, nous avons tant d'autres parties dans le monde qui est ancrée dans une technologie de l'information ouverte. Et bien sûr, les choses varient dans les différentes parties du monde. Aux États-Unis, on a l'impression que ça fait des décennies qu'on a essayé de faire ça. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. La santé et l'éducation dans plusieurs parties du monde sont tellement en arrière par rapport à tous les autres aspects comme le commerce, etc. Et on doit imaginer ce que l'innovation dans le médical, dans la translation, pour savoir comment cela fonctionne, repenser les essais cliniques. La semaine dernière, un article extraordinaire a été publié dans le journal sur le premier réseau social dans les essais cliniques sur des maladies rares. Et donc, je pense, pour prendre l'extrême, pour rassembler l'engineering et les sciences médicales, il faudrait savoir quand et comment il faudrait communiquer pour rassembler les données, interagir avec les informations et les personnes à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire dispenser des soins de santé et ainsi on pourrait se défaire de l'administration et là ce serait une véritable innovation où les choses se feraient d'elles-mêmes. Jean-Claude Muller, l'ancien directeur de la stratégie du groupe Sanofi-Aventis. Merci Elias. Oui, j'aurais une question, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le chairman Lim et puis Richard Klausner à l'instant.
je suis convaincu, et tu le sais bien, que l'innovation viendra aussi des convergences de technologies. Ça a été évoqué à plusieurs reprises ici. Technologie évidemment de la biologie, technologie de la miniaturisation, peut-être même jusqu'au nano, bien sûr, le Wi-Fi, les réseaux sociaux, tout ce genre de choses. Et je crois que les représentants de l'État sont ici aussi, on pourra y répondre. L'une des difficultés de cette innovation-là, et ça a été évoqué un peu ce matin, c'est qui va faire l'évaluation. Parce que généralement, c'est donc un projet complexe. Si c'est de la biologie dire « je ne suis pas compétent pour répondre ». Si c'est de la miniaturisation, ce sera peut-être la physique qui dira « je suis compétent, mais la partie biologie… ». Donc c'est à la fois qui va pouvoir évaluer au niveau expertise. C'est un peu le problème du peer review qui a été évoqué là. C'est le problème de quand l'État dit « je vais financer », qui va dire que finalement c'est un projet suffisamment intéressant. Donc autant je suis à pousser qu'il y ait de la convergence, autant il faut se rendre compte que beaucoup de scientifiques se disent « si je fais ça, si je pars dans ce domaine, je ne vais pas être bien évalué ». Et donc comment sortir de ce dilemme-là? Donc question au panel. Oui. Question au panel. Comment sortir du dilemme de l'évaluation indépendante en fait et de qualité, puisqu'on vient d'entendre de Philippe que la peer review n'était pas parfaite. Comment faire une évaluation scientifique? Enfin, de l'innovation, en fait. André? C'est un problème qui est d'une part récurrent, et en France, puisqu'on a un système avec des commissions, enfin en fait il y a toujours des study sections, il y a toujours quelque chose pour évaluer. Donc c'est un problème récurrent, et on est en train de le faire en ce moment avec le CNRS, c'est de dire, puisque les commissions dans un an doivent être renouvelées, et les sections du CNRS aussi, donc on se met en phase pour déjà être ensemble, c'est une première, mais surtout, quel est le périmètre que doivent avoir en 2011, 2012, les meilleures structures pour évaluer la recherche, tenant compte qu'en 2012, ce n'est pas la même recherche qu'en 2007 ou en 2000. Effectivement, les technologies sont devenues omniprésentes, et puis les interactions avec la chimie, la physique, l'informatique, les sciences humaines. Bon. Alors, eh bien, on est en train de le faire. C'est-à-dire que nos chercheurs, dans les commissions, dans les conseils scientifiques, à l'INSERM, au CNRS, et puis le président du CNRS, Alain Fuchs et moi, on a demandé à un petit groupe de chercheurs considérés comme éminents, de nous donner un peu l'avis. Puis par ailleurs, on n'est pas seul au monde. Il y a l'IRC, qui est l'European Research Council, qui est considéré comme quelque chose de très bien en Europe, qui a aussi fait des périmètres pour les sciences de la vie, mais évidemment, ce n'est pas les mêmes que pour les sciences physiques. Alors après ça, on dit on va faire des intercommissions, tout existe. Je crois qu'il n'y a aucune solution. La classification d'Auguste Comte, elle a évolué. Les sciences de la vie, c'est plus la biologie d'autrefois, etc. Mais néanmoins, il y aura toujours une classification. Je ne vois pas comment même les NIH pourront se mélanger avec la NSF, le DOI, etc., pour juger un programme qui demande... Il y a vraiment là un vrai sujet, qui est au-delà encore du peer review, qui est encore un problème d'une gradulométrie inférieure, et qui nous pose problème aussi. Il n'y a pas de solution. Si on a dernière, Juste, dans ma dernière année au NIH, on a fait une réforme, parce qu'on avait fait un projet de revue de la peer review, review of peer review. Et pour justement évaluer ça de manière un peu plus fact-based, enfin sur l'évidence. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, il n'y a pas un prêt-à-porter, il n'y a pas une one-size-fits-all solution. Ça dépend vraiment du type. Alors, si c'est multidisciplinaire, par exemple, il faut avoir un panel multidisciplinaire. Donc, en fait, la fluidité des panels est très importante. Deuxièmement, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la revue par groupe est un moyennement. C'est-à-dire, c'est un averaging. On fait la moyenne de l'opinion de tout le monde. En fait, la moyenne d'une opinion prédominante reflète le présent et le passé, ne reflète pas le futur. Donc, quand on veut avoir des
des projets non conventionnels, il faut avoir un autre système. Donc en fait, moi je pense qu'il n'y a pas une solution, comme le dit André, il faut y avoir des solutions adaptées à la nature même de la revue et du problème. Par contre, gérer les conflits, gérer l'indépendance des évaluateurs, être très très conscient du fait qu'il n'y a pas d'objectivité personnelle, on a toujours des biais internes. Éliminer les biais, c'est peut-être un des rôles les plus importants de l'institution. Voilà un peu. Je sais que le Sherman et Philippe vont partir bientôt, donc je voudrais poser une question avant qu'on repasse encore à l'audience, mais qui est reliée au sujet que le professeur William Dabb a discuté. Vous avez très bien dit que, en fait, l'incertitude des risques était un déterminant de la réaction publique. Alors je vais vous demander un autre exemple. Je vais vous donner l'exemple de quelque chose où on connaît très bien le bénéfice, on connaît très bien le risque, et il y a une réaction négative du public, c'est les vaccins. Ça fait 100 ans qu'on utilise les vaccins, ça a un bénéfice public extraordinaire, et un des plus grands problèmes que j'ai eu aux États-Unis, vexant vraiment, c'était la réaction des parents d'enfants autistiques qui absolument tenaient dur comme fer que le vaccin de la rougeole était la cause de l'autisme de leur enfant, donc mouvement anti-vaccin, qui a généré la mort, pas le risque de mort, la mort réelle d'au moins 250 enfants en Californie et plus de 5000 en UK, United Kingdom. Alors, votre avis? Elias, non, c'est une question difficile et qui hante tous les responsables de santé publique. Je commence par vous faire remarquer que le vaccin, la vaccination pose des problèmes précisément dans les zones de controverse. Bon, comme vous le savez, la relation avec l'autisme est le résultat d'une fraude scientifique qui pose pas mal de problèmes parce que ça a mis du temps à ce que la fraude soit reconnue et que le journal, et pas le moindre, qui avait été impliqué là-dedans, reconnaisse son erreur dans le contrôle de qualité de tout ça. Donc je ne suis pas sûr que ce soit fondamentalement la vaccination qui était en cause. Ce que le public a entendu, c'est qu'il y avait une controverse. Ah, oui. Et que face à cette controverse, il s'est trouvé face, comme trop souvent, à des affirmations péremptoires, des arguments d'autorité qu'une partie du public n'accepte plus aujourd'hui. En France, je pense que ceci a une connotation supplémentaire parce que, faute qu'on ait une véritable pensée stratégique en santé publique dans notre pays, on a pensé résoudre le problème en décrétant l'obligation d'un certain nombre de vaccins. Moyennant quoi, pour un certain nombre de vaccins, on a eu les taux de couverture vaccinale les plus faibles en Europe, et on s'est affranchi d'une véritable réflexion stratégique sur comment répondre aux questions du public, et comment utiliser au mieux l'outil vaccinal, et comment donner au public l'assurance que les éventuels effets secondaires des vaccins, et il y en a évidemment, étaient surveillés, mesurés, en toute transparence. On s'est affranchi de toute réflexion en disant si c'est bon pour un, ça doit être bon pour tous. La France est le pays de l'égalité, au moins sur le papier, c'est impeccable. Et donc, il y a qu'à rendre ça obligatoire. Je rappelle qu'on a rendu le vaccin obligatoire en France parce que c'était le seul moyen pour que la sécurité sociale, l'assurance maladie, le prenne à sa charge. Puisque la loi de 1946 disait bien qu'on remboursait les soins, mais pas la prévention. Il a fallu que la prévention devienne obligatoire pour ouvrir la voie au financement collectif de la prévention. Donc là, il y a une succession d'erreurs. Et vous savez, ma conviction aujourd'hui, c'est que quand il y a des réactions excessives du public et des bris de confiance, c'est toujours le résultat d'erreurs de gestion. Il
faut avoir l'humilité de le reconnaître, de se poser la question des processus de décision, de leur amélioration, de leur contrôle, de leur contrôle qualité. Mais le public n'est pas, je suis vraiment persuadé de ça aujourd'hui, par essence irrationnel. Derrière toutes ces histoires de vaccins, vous trouverez toujours des signaux, et ces signaux n'ont pas été traités de telle manière que la confiance a pu être sauvegardée. Oui, et puis le signal le plus fort, c'est ce que les parents disaient. Mon enfant était tout à fait normal, ils reçoivent le MMT, la rougeole à 16 mois, ils ont l'autisme à 18 mois. Association temporelle qui est transformée en association causale. Mais Joël l'expliquait à l'instant, l'enjeu de la surveillance des effets des médicaments, positifs comme négatifs, et des effets réels, pas des effets expérimentaux, des effets réels, une fois que le médicament est dans la vraie vie, est un enjeu considérable. Dans beaucoup de pays, en tout cas européens, les procédures de pharmacovigilance sont des procédures cliniques. Faire l'imputation d'un effet individuel de problèmes multifactoriels, on voit bien les problèmes que ça pose. Il faut absolument doubler les procédures cliniques de procédures populationnelles. Oui. Ce qu'on est en train de vivre en France, c'est le constat que les procédures populationnelles de surveillance des médicaments et des vaccins sont inappropriées. Nous, on a vécu ça avec le vaccin contre l'hépatite B en France. 23 millions de personnes vaccinées. 80% hors cible de recommandation et pas un système de surveillance dédié pour analyser les effets coïncidents au sens épidémiologique du terme, c'est-à-dire que vous pouvez mourir 10 minutes après avoir reçu une injection de produit. Et si vous n'avez pas de la surveillance épidémiologique organisée pour analyser ce genre d'événements, vous êtes pris de court. Je vous rappelle que les États-Unis ont vécu ça en 1976 avec swine flu affaire, dont on ferait bien tirer des leçons. Conséquences, oui.